Pourquoi le cloud? Parce que le cloud, si vous voulez, eh bien, c'est un peu AWS, et AWS est un petit peu le cloud. C'est l'image typique du cloud, et c'est un des acteurs majeurs à l'heure actuelle dans le cloud. Donc le cloud, qu'est-ce que c'est? Le cloud, ça fait référence à un nuage, puisque en fait, ça fait tout simplement référence à quelque chose sur lequel on va avoir un accès, ok, mais on ne sait pas très bien où est cette chose. Okay, c'est un nuage quelque part, mais on ne sait pas très bien comment on va y avoir accès. Et ce nuage, en l'occurrence, il va évidemment être lié au réseau Internet. Quand on parle de cloud, on parle bien entendu du réseau Internet. Donc le réseau Internet, qu'est-ce que c'est? Un réseau, c'est d'une façon générale, ça va être un groupement de machines qui vont pouvoir communiquer les unes avec les autres. Okay, donc le réseau Internet, c'est ça, c'est un réseau qui est public, donc qui va regrouper des machines du monde entier, des ordinateurs dans le monde entier. Et le but du jeu, ça va être de permettre des communications entre ces différents ordinateurs. Donc pour ça, on va suivre un certain nombre de règles qu'on appelle en informatique des protocoles. Très souvent, on parle de protocoles. Donc des protocoles, il y en a tout un tas, mais par exemple, il y a un protocole qui est très important, c'est le protocole IP. Okay, donc le protocole IP, ça va nous permettre de définir une adresse pour chacun des ordinateurs qui est connecté sur le réseau Internet. Chacun de ces ordinateurs va avoir une adresse qui va être unique, un petit peu comme quand vous voulez envoyer quelque chose par la poste, eh bien vous devez mettre une adresse pour pouvoir atteindre la destination. L'adresse IP, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Donc toutes les règles autour de cette adresse IP, tout ce qui va former l'adresse IP, le format de l'adresse IP, comment est-ce qu'elle est définie, etc., tout ça est déterminé par le protocole IP. Alors, ce protocole va être évidemment complété par tout un tas d'autres protocoles. Vous imaginez bien que pour permettre une communication de milliards d'entités en temps réel sur un réseau gigantesque, eh bien, ça va nécessiter des règles très très précises que tout le monde doit respecter. Donc, parmi ces règles, on va retrouver des règles de formatage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on envoie de l'information sur le réseau, des règles liées à la sécurité, comment est-ce qu'on s'assure que les informations ne peuvent pas être détournées, ne peuvent pas être modifiées, voilà, pour être le plus sécurisé possible. Sur quel support est-ce qu'on va envoyer l'information, somme toute? Est-ce qu'on va utiliser un courant électrique? Est-ce qu'on va utiliser le Wi-Fi? Est-ce qu'on va utiliser par exemple la lumière avec la fibre optique? Enfin, vous avez plein de supports, et la façon dont on va utiliser tous ces supports, la façon dont on doit envoyer du courant électrique par exemple, ou envoyer de la lumière, tout ça va être défini par des protocoles. Oui. Donc, l'ensemble de tous ces protocoles, qui a mis plusieurs années à être mis en place, qui évolue constamment, voilà, et donc l'ensemble de ces machines respectant l'ensemble de ces protocoles pour leur communication, c'est ce qu'on appelle tout simplement le réseau Internet. Alors ce réseau Internet, il est géré par plein de monde, mais notamment par des entités gouvernementales, par les États-Unis, par l'Europe, par les différents pays du monde, surtout les États-Unis, et également par des entreprises qui ont également un rôle très actif dans le fonctionnement du réseau. Et on peut notamment faire référence aux GAFA qui financent une grosse partie des infrastructures qui est nécessaire pour la communication, par exemple, entre le continent américain et le continent européen. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également regarder du côté de la formation Nginx, où on parle plus en détail de l'implication des GAFA, justement, dans le réseau mondial. Ok, alors toujours est-il que notre réseau, en réalité, ça va être ici, je vous ai mis des petites icônes d'ordinateurs, on dirait des écrans. Donc on a l'impression ici qu'on fait référence uniquement à des personnes qui utilisent un ordinateur. En réalité, dans le réseau Internet, ça va plutôt ressembler à ça. Vous allez avoir des personnes effectivement qui vont utiliser des services via l'utilisation de leur écran et de leur machine personnelle, mais vous avez également ce qu'on appelle des serveurs. Et donc les serveurs, eh bien, ça ressemble à ces boîtes. Et en réalité, les serveurs sont également des ordinateurs, mais c'est des ordinateurs qui ont plutôt vocation à répondre à une demande d'un client, et le client ici, ce serait une personne qui essaye d'accéder à une ressource. Par exemple, lorsque vous allez sur Google, eh bien, vous avez un serveur qui va vous délivrer la ressource Google. Et ces différents serveurs, en fait, globalement, sont positionnés dans ce qu'on appelle le cloud. Okay, donc le cloud, c'est des serveurs qui sont quelque part. Et donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. En fait, un cloud c'est quoi? C'est un regroupement de serveurs qui est mis à disposition par quelqu'un. Voilà, comment on pourrait le définir. Donc, sur ce réseau, comme je vous ai dit, vous allez avoir des communications de serveur à serveur, et vous allez également avoir des communications de serveur à client. Donc le client, c'est celui qui cherche à avoir quelque chose. Et le client, pour pouvoir communiquer avec un serveur, va évidemment se servir de son ordinateur personnel, qui est également donc un ordinateur classique, un petit peu comme le serveur. Donc quand vous voulez vous lancer une petite partie d'échecs sur chess.com, vous utilisez votre machine qui va communiquer avec un serveur, qui lui-même va communiquer avec d'autres clients, puisqu'une partie d'échecs, ça se fait à deux, etc., etc. Alors, quelle est la différence entre un serveur et un ordinateur de particulier?
Eh bien en fait, il n'y en a pas tant que ça. Dans le sens où globalement, dans les deux cas, ce sont des ordinateurs qui fonctionnent avec à peu près de la même façon. Simplement, un ordinateur de client en général est adapté pour l'interaction avec un être humain. Okay, donc vous avez par exemple des supports matériels qui vont vous permettre de voir quelque chose avec l'utilisation d'un écran, de taper des choses avec le clavier et de bouger quelque chose avec la souris. Okay, mais hormis cela, eh bien, dans les deux cas, on parle d'une machine. Et dans cette machine, on va retrouver des entités fondamentales. On va par exemple retrouver un CPU qui va être l'entité qui va nous permettre de faire des calculs, un très très grand nombre de calculs très rapidement, okay, avec une capacité de mémoire qui est extrêmement réduite. Ensuite, on va avoir la RAM. Donc la RAM, c'est la mémoire vive. En gros, c'est une mémoire court terme qui est très rapide d'accès. Donc c'est une mémoire qui va notamment être utilisée par le CPU, okay, et qui va nous permettre eh bien, de mémoriser de l'information et d'y accéder très très rapidement pour faire tout un tas de calculs et également exploiter les résultats de ces calculs de façon très efficace. Et vous avez enfin la mémoire plus long terme, donc via disque dur, via SSD. Et ça va nous permettre de stocker des quantités d'informations beaucoup plus importantes, mais ça va être beaucoup plus long d'accès, ça va être plus long d'écrire des informations dans ce disque dur, et ça va être plus long de retirer les informations de ce disque dur. Et après, vous avez évidemment, en fonction du serveur et du type de service qui va être mis en place, vous avez d'autres éléments que vous pouvez retrouver dans des machines, par exemple une carte graphique. Une carte graphique, c'est un petit peu comme un CPU, dans le sens où ça va également nous permettre de réaliser un très 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 grand nombre de calculs, des calculs un peu spécifiques, mais de paralléliser un très grand nombre de calculs très rapidement pour obtenir des performances dans certains cas d'usage spécifiques, par exemple le jeu vidéo, mais ça peut également être utilisé pour miner du Bitcoin ou faire tout un tas d'autres types de calculs. Ok, alors notre serveur, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire ? Le serveur, il peut faire plein de choses. Globalement, dans le serveur, hormis les entités fondamentales dont je vous ai parlé, eh bien, on va pouvoir le constituer de différents éléments, mettre plus de mémoire vive, mettre un plus gros CPU, mettre éventuellement une carte graphique ou pas de carte graphique. En gros, on va adapter l'infrastructure du serveur, ce qu'on va mettre dans notre serveur, on va l'adapter par rapport à nos besoins. D'accord ? Donc, un serveur, fondamentalement, vous pouvez par exemple mettre un logiciel dessus qui va pouvoir retourner un site web, ce qu'on appelle un serveur web, donc qui va retourner du code qui va ensuite être interprété par un navigateur. Vous pouvez également, un serveur peut tout à fait également émettre des flux vidéo, par exemple sur Netflix. Vous pouvez également jouer aux jeux vidéo, donc ça va permettre la communication entre différents joueurs. Vous pouvez également stocker des informations via un serveur en utilisant des programmes de base de données, etc. etc. On ne sait pas. Il y a beaucoup plus de cas d'usage, mais globalement, vous comprenez bien que le serveur en tant que tel, c'est simplement un ordinateur sur lequel on va installer des choses, et on va installer les choses dont on a besoin. Voyez ? Et en fonction de ce qu'on va lui demander au serveur, on va avoir tel ou tel support physique qui va permettre une meilleure efficacité. Alors, donc, sur notre réseau Internet, donc je vous ai dit, vous avez des serveurs qui sont représentés, qui vont être stockés à des endroits clés, qu'on va appeler des clouds, okay, et vous avez également les machines publiques de clients tels que vous et moi. Vous avez ensuite d'autres éléments évidemment sur le réseau Internet, c'est un réseau qui est très très complexe. On peut par exemple parler des serveurs DNS qui sont des serveurs un petit peu particuliers qui vont notamment avoir pour tâche de lier une adresse IP avec du texte. Quand vous essayez d'aller sur google.fr, vous tapez google.fr, mais ce texte en fait ne représente rien sur le réseau Internet. Il va falloir l'associer avec l'adresse IP du serveur Google qui va pouvoir vous répondre. Voilà, donc notamment un serveur DNS, eh bien c'est lui qui va faire le lien entre le texte que vous allez taper et une adresse IP quelconque. Ensuite, le serveur DNS fait plein d'autres choses. Vous imaginez bien que à partir du moment où vous essayez d'atteindre un serveur et une adresse IP en particulier, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache où elle se situe, cette adresse IP. Ça a également le rôle du serveur DNS qui va se positionner sur plusieurs niveaux, okay, parce que évidemment tout le monde ne va pas tout retenir. Il y a beaucoup trop d'adresses IP pour que tous les serveurs DNS connaissent toutes les adresses IP. Donc il va y avoir des parties, par exemple, si vous envoyez un courrier à votre grand-mère qui se situe aux États-Unis, vous allez l'envoyer aux États-Unis, ensuite les États-Unis vont par exemple l'envoyer en Californie, ensuite la Californie va l'envoyer à une ville en particulier, par exemple Auckland, et à partir de là, à Auckland, il va connaître l'adresse précise que vous avez fournie. Donc même les serveurs DNS, ça va être à plusieurs niveaux. Et à partir de là, sur les entités, vous n'avez également pas que des ordinateurs physiques qui vont avoir des adresses IP, vous allez également avoir ce qu'on appelle vous allez avoir des réseaux locaux, par exemple des entreprises, okay, qui vont avoir une adresse IP. Et à partir de là, on va utiliser cette adresse IP, on va créer un réseau qui cette fois ne va pas être public, qui va être local. Et pour ça, on va avoir besoin d'un routeur. Donc le routeur va récupérer toutes les communications entrantes. C'est le routeur fondamentalement qui va être le point d'entrée sur le réseau local. C'est lui qui va en fait avoir l'adresse IP publique associée. Et à partir de là, pour connecter des machines sur ce réseau local, on pourra utiliser ce qu'on appelle des switches. Donc les switches, vous pouvez voir ça un petit peu comme un multiprise. Quand vous voulez connecter plein de choses sur un courant électrique et que vous n'avez pas assez de prises, vous mettez un multiprise, le switch, ça fait à peu près la même chose pour connecter des machines sur un réseau local.
Ok, alors ensuite vous avez ce qu'on appelle les fournisseurs de cloud. Qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur de cloud? Tous les serveurs dont je vous ai parlé, très souvent, sont détenus par un certain nombre d'entreprises. Et ces entreprises qui détiennent les serveurs physiquement, qui ont le local sur lequel est stockée la machine, ce qu'on appelle un fournisseur de cloud. Et l'idée du fournisseur de cloud, c'est que vous et moi, ou également de plus en plus d'entreprises, même la très grosse majorité des grosses entreprises, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vouloir utiliser les machines des fournisseurs de cloud. Et pour ça, donc vous allez avoir des entreprises qui vont vouloir avoir accès aux serveurs qui sont possédés par les fournisseurs de cloud, et pour ça, ils vont tout simplement payer, ils vont donner de l'argent en échange de l'utilisation des serveurs. Alors pourquoi est-ce qu'une entreprise ferait ça? Pourquoi est-ce qu'une entreprise, somme toute, elle ne peut pas directement acheter les serveurs et ensuite les gérer elle-même? Eh bien, tout ça est une problématique de coût, en gros de coût et de simplicité d'organisation. Vous avez des entreprises qui n'ont pas forcément vocation à savoir combien de serveurs elles ont besoin, qui n'ont pas vocation à devoir scaler le nombre de serveurs en fonction du succès du service. Si par exemple vous avez plein des milliers de personnes qui essaient d'accéder à un service, vous allez peut-être pouvoir ce qu'on appelle scaler, vous allez devoir scaler, donc ajouter des nouveaux serveurs pour répondre à la demande. Voilà, tout ça une entreprise ne sait pas forcément le faire, elle n'a pas forcément les ressources pour le faire, elle n'a pas forcément non plus envie de le faire. Donc c'est pour ça que beaucoup et de plus en plus d'entreprises vont chercher à déléguer l'utilisation justement de ces serveurs à quelques entreprises clés qui vont avoir ensuite la responsabilité de tout gérer eux-mêmes. Donc si on peut lister un petit peu les avantages de louer des ordinateurs à des fournisseurs de cloud plutôt que de les posséder en physique, eh bien on n'a pas besoin d'équipe de maintenance. Et oui, imaginez que vous ayez un problème sur le serveur, qui va s'en charger? Pas personne. Donc vous allez avoir besoin d'une équipe de maintenance. Là, vous n'aurez pas besoin d'équipe de maintenance, vous avez l'entreprise sur laquelle vous avez loué votre serveur, c'est eux qui gèrent tout ça. Vous n'avez pas non plus besoin de gérer le matériel. Est-ce que votre serveur commence à vieillir? Est-ce que vous avez besoin d'un nouveau serveur? Tout ça, vous n'avez pas à vous en soucier. Vous pouvez scaler très rapidement. Si jamais votre entreprise a besoin de beaucoup de serveurs parce que ça marche très bien, vous pouvez le faire en un claquement de doigts. Vous avez simplement à payer plus. Et si jamais vous n'avez pas besoin de tous ces serveurs parce que vous vous rendez compte qu'en fait vous avez beaucoup trop de capacité par rapport à ce dont vous avez besoin, vous pouvez également réduire la charge très facilement en un claquement de doigts. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de les stocker également physiquement, les serveurs. C'est très compliqué à stocker un serveur parce que ça peut prendre feu, il y a une gestion des courants électriques, ça nécessite énormément d'énergie de faire tourner des serveurs. Cette énergie entraîne beaucoup de chaleur, il faut gérer la chaleur, il faut gérer le stockage, il faut gérer la température, il faut gérer plein de choses, et très régulièrement d'ailleurs dans les fournisseurs de cloud, vous avez des départs d'incendie et des problèmes qui font que vous avez des rangées de serveurs entiers qui vont partir en fumée. Ça nous est arrivé d'ailleurs avec DIMA, il y a quelques années avec OVH, où il y a un des locals où ils avaient stocké notamment notre serveur qui est parti en fumée. Mais heureusement, on avait dupliqué la base de données, donc il n'y avait aucun souci. Mais disons que c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc ça c'est l'avantage qu'on aurait, ou que des entreprises auraient justement à louer un serveur à des fournisseurs de cloud. Alors, lorsqu'on fournit du cloud, en fait, on peut fournir du cloud à plusieurs niveaux. Et donc là, justement, on va en parler. On va parler des différents types de cloud qu'on peut fournir. Fournir du cloud, en fait, ça va simplement être de fournir des capacités physiques, des serveurs physiques des entreprises. Donc vous avez ce qu'on appelle des clouds privés, qui va consister à la location d'infrastructures ou de serveurs qui vont être uniquement accessibles à une personne en particulier. Donc en tant qu'entreprise, si vous voulez avoir accès à un serveur de façon privée, qui va simplement être stocké quelque part, vous faites appel à un service de cloud privé. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les clouds publics. Les clouds publics, c'est à peu près le même système. Vous allez également louer l'accès à du matériel, sauf que cette fois, sur la même machine, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont y accéder en même temps. Donc ça, c'est rendu possible notamment grâce à la virtualisation, qui est très développée sur un système Linux. C'est pour ça que la très grosse majorité des serveurs sont sur Linux, c'est parce qu'on a cette capacité de virtualisation qui est très performante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que chacun des clients ici va avoir l'impression d'utiliser sa propre machine sans interférence avec d'autres personnes. En réalité, vous avez plein de personnes qui vont utiliser la même machine, le même support physique si vous voulez, la même carte graphique, le même CPU, le même matériel. Mais voilà, chacune des personnes qui vont accéder à ce support physique ne seront pas au courant de ce qui se passe et de est-ce que ces machines sont également utilisées par d'autres personnes. Vous avez ensuite des solutions de cloud hybride, vous vous en doutez, parfois vous avez des besoins spécifiques, vous allez avoir besoin de cloud privé pour des choses très sensibles, et vous allez, pour d'autres types de services que vous allez proposer, vous pouvez tout à fait faire appel à du cloud public, à utiliser du cloud public, dans le sens où vous pouvez partager, c'est pas sensible, vous avez simplement besoin d'une certaine capacité de calcul à un instant donné.
Voilà, donc très souvent, pour les plus grosses entreprises, vous avez des systèmes hybrides avec des parties privées et des parties publiques. Alors, dans le cas d'AWS, pour ce qui est du cloud hybride, il y en a bien évidemment différentes possibilités qui sont offertes par l'entreprise, puisqu'encore une fois, l'entreprise s'adressant à des acteurs qui sont extrêmement gros avec des budgets colossaux, eh bien, toutes sortes d'arrangements peut être possible. Et en l'occurrence, pour la mise en place de cloud hybride, il va tout à fait être possible de connecter votre cloud privé, enfin le cloud privé d'une entreprise, au cloud public qui correspondrait ici au cloud tout simplement d'AWS. Okay, donc là, vous avez deux possibilités pour établir cette communication. Soit vous pouvez utiliser le Direct Connect, donc une connexion directe entre votre cloud privé et le cloud public. Ça veut dire que AWS va gérer une connexion physique entre votre cloud privé et son cloud à lui. Okay, donc évidemment, ça permet des performances extraordinairement rapides, mais c'est cher. C'est très cher puisqu'il va falloir gérer cette connexion. Ou alors on peut utiliser également un système donc, de VPN, encore une fois géré par AWS, et là en gros eh bien, ça va permettre de rendre le traçage des différentes IP de connexion du cloud privé vers le cloud public très difficile. Voilà. Donc c'est une solution évidemment qui est moins performante mais qui coûte beaucoup moins cher. Donc je vous le précise ici à chaque fois, c'est dans l'idée bien entendu que quand vous aurez des questions dans votre certification, si vous la passez, eh bien voilà, parfois vous aurez comme ça, je vous mettrai des slides un peu plus précises avec des éléments un peu plus précis parce que c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver éventuellement dans les questions. Vous avez également différents services au niveau du cloud. Donc lorsque vous utilisez le cloud, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le IaaS, l'infrastructure as a service, vous pouvez utiliser le PaaS, Platform as a service, ou le SaaS, Software as a service. En fait, ici, ça va être à quel niveau est-ce qu'on va utiliser le cloud. Est-ce qu'on veut louer des machines? Est-ce qu'on veut louer des logiciels? Est-ce qu'on veut louer une machine qui est préconfigurée pour nous? Vous voyez, il y a différentes façons de vouloir utiliser un service de cloud. Donc par exemple pour le IaaS, si vous prenez l'exemple de AWS, vous pouvez louer des machines. Et donc quand vous louez des machines, vous louez ce qu'on appelle un EC2, qui correspond à Elastic Compute Cloud, okay, qui est l'entité d'infrastructure de base chez AWS qui va nous permettre donc d'accéder à une machine. Et à partir de cette machine, vous avez tout ce que vous voulez dessus. Il va falloir que vous le fassiez vous-même par contre. Il va falloir que vous installiez le système d'exploitation. Il va falloir que vous installiez tous les logiciels dont vous avez besoin. Il va falloir que vous configuriez tous les éléments. Il va falloir que vous configuriez la sécurité. Il va falloir faire beaucoup de choses. Enfin, il y a quand même une partie de la sécurité qui est gérée pour vous. Mais il va quand même falloir que vous configuriez l'ensemble de toute l'infrastructure pour que ça réponde à vos besoins. D'accord ? Donc là, simplement, ce qui se passe quand vous utilisez ce qu'on appelle le IaaS, c'est que vous allez payer un accès à une infrastructure. Ensuite, pour ce qui est du PaaS, c'est un petit peu différent. Donc vous allez avoir une application, par exemple, okay, que vous allez développer par votre équipe, et vous allez vouloir faire héberger cette application. Alors, peut-être que vous n'avez pas forcément besoin de tout configurer comme pour le EC2. Peut-être que vous voulez simplement fournir une application d'une technologie en particulier, une application Next, une application Angular, une application PHP, peu importe. Et donc, ce que vous voulez, en fait, c'est louer un service qui va vous permettre d'héberger cette application, de directement la rendre fonctionnelle et de pouvoir également la faire scaler automatiquement sans que vous ayez besoin de gérer physiquement l'infrastructure. Donc je vais vous donner deux exemples. On a Elastic Beanstalk, donc ça c'est un service Beanstalk, donc c'est un service de AWS, et vous avez par exemple Vercel qui va vous proposer de vous héberger votre application Next, si vous connaissez Next. Et ensuite vous avez le SaaS, donc le SaaS c'est encore plus simple. Le SaaS, vous allez directement avoir accès à une application okay, qui va être hébergée pour vous, et vous allez simplement interagir avec cette application et vous allez payer à l'usage de l'application. Voilà. Donc par exemple Gmail, c'est un SaaS. C'est-à-dire que tous les mails sont directement gérés par Google, qui va stocker vos emails, qui va les gérer, qui va les dupliquer, qui va faire en sorte que tout se passe bien. Okay, vous utilisez un service, et ce service, c'est ce qu'on appelle un SaaS. Voilà, donc vous voyez, quand vous faites appel à des services cloud, en fait, ça peut être extrêmement varié. Vous pouvez choisir vous pouvez louer les services à différents niveaux, infrastructure, plateforme ou software. Ok, alors quels sont les plus gros providers de cloud dans le monde? Eh bien, c'est tout simplement AWS, Azure et Google Cloud, okay, qui ont la très grosse majorité, sachant que, comme vous pouvez voir ici, AWS a la plus grosse part du marché sur le cloud mondial. Donc, on va parler un peu plus en détail de l'histoire d'AWS dans la leçon suivante. Mais il faut savoir que vous avez à la fois beaucoup d'entreprises qui agissent en tant que fournisseurs de cloud, okay, et vous en avez également, en même temps, vous en avez très peu. C'est-à-dire que je m'explique. C'est assez facile de fournir du cloud pour des petites entreprises, mais c'est beaucoup plus difficile de fournir du cloud pour des très grosses entreprises. Imaginez, vous êtes Netflix et vous avez donc des millions d'utilisateurs
à tout moment de la journée. Si jamais vous avez un problème sur vos serveurs, vous êtes fini. Votre entreprise, elle est finie, vous perdez des millions. Donc vous ne pouvez pas vous permettre, si vous voulez, de faire appel à un cloud provider qui soit petit, qui démarre, qui soit pas cher. Vous voulez quelque chose qui soit le plus fiable possible. Donc en réalité, en termes de crédibilité, la barre d'entrée est très élevée pour se proposer en tant que fournisseur de cloud, et notamment plus les entreprises que vous allez viser vont être grosses, plus la barrière à l'entrée sera très difficile parce que c'est extrêmement compliqué de gérer du cloud. Voilà, globalement. Ok, bon allez, c'est à peu près tout donc, pour cette vidéo introductive sur le cloud, c'était quand même relativement long. Dans la leçon suivante, on va parler un peu plus en détail d'AWS, on va voir l'histoire un petit peu d'AWS, brièvement, rassurez-vous, mais vous allez voir que c'est pas inintéressant.